Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau Café Sapiens. Alors, je ne sais pas quel est le numéro d'édition, peut-être le 300e, non, c'est pas apostrophe, mais en tout cas, il y en a déjà eu beaucoup. Alors, pour ceux qui découvrent l'Institut Sapiens, c'est un think tank non partisan, indépendant, qui réfléchit notamment aux évolutions liées à la révolution numérique. Et vous le connaissez peut-être, il est présidé par Olivier Babou, professeur d'économie, auteur de plusieurs essais, qui publie souvent des tribunes et que vous retrouvez souvent sur les chaînes d'information. Alors aujourd'hui, nous avons deux intervenants de qualité, Philippe Zilberzan et Pierre Stanislas. Ce que je vous propose, c'est qu'ils se présentent rapidement, puis après, on passera au vif du sujet. Alors, tout d'abord, Philippe Zilberzan, la conférence qui est sur le thème « Survivre et prospérer dans un monde incertain » eh bien, sera un échange autour de son dernier bouquin paru, dernier bouquin intitulé « Bienvenue en incertitude ». Survivre et prospérer dans un monde de surprises, paru aux éditions Diathéno. Alors Philippe, on se connaît depuis longtemps puisque j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur dans le cadre d'un MOOC, un des MOOC les plus célèbres de France. Je crois qu'il y a eu plus de 13 000 ou 14 000 étudiants et MOOC qui a démarré dès 2013. Philippe, peut-être quelques mots sur toi? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Raphaël. Moi, je suis professeur à EM Lyon, spécialiste d'innovation, d'entrepreneuriat et ancien entrepreneur. Voilà, en quelques mots. Et puis, nous avons avec nous un entrepreneur, justement, Pierre Stanislas, qui a eu plusieurs vies professionnelles. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu es un slasher, mais si tu pouvais également te présenter. Oui, bonjour à tous, Pierre Stanislas, slasher, effectivement. C'est comme ça qu'on peut me définir. Non, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la finance, à Londres et à Paris. Et puis, effectivement, à un moment, j'ai eu envie de créer mon entreprise et de cofonder WeLove, qui est une startup de l'insurtech, c'est-à-dire une startup qui opère dans le monde de l'assurance. Très bien, merci Pierre. Alors, ce que nous allons faire, en premier, nous allons écouter Philippe qui nous présentera son ouvrage et puis après, nous enchaînerons sur une discussion avec lui. J'ai préparé quelques questions, mais je suis sûr que les participants en auront également. Alors, ton nouvel essai, Philippe, ce n'est pas le premier, tu en as écrit plusieurs. Celui-ci, c'est peut-être le plus philosophique, il est bourré de références. Alors, comme souvent, crise de Cuba, Kodak, tu en parleras. Beaucoup de références qui me plaisent bien, Mises, Hayek, Taleb, Bourdon, Kahneman, Ries et même Bowie en exergue. Alors, Philippe, pour reprendre le titre de la conférence, « Comment survivre et prospérer dans un monde incertain ?» Merci Raphaël. Alors, je vais partager mon écran. Alors, rassurez-vous, hein, j'ai qu'une slide. On fait très court. Donc, l'idée, effectivement, c'est que je vous donne quelques éléments. 7 à 10 minutes, sans problème. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui est prévu. Hein. Donc, pour vous donner effectivement quelques éléments sur cette notion d'incertitude. Donc, je vais évidemment pas tout développer. Alors, la première chose par laquelle je commence en général, qui me semble vraiment très importante, c'est aussi un peu l'objet de l'ouvrage, c'est de dire que l'incertitude, c'est pas le risque. Alors, je suis avec des financiers, je parle j'espère sous le contrôle de ces experts. On a tendance à confondre les deux. Or, ces deux animaux sont de nature vraiment, vraiment différente. Alors, pour faire très court, le risque, c'est le domaine des événements qui sont répétés de manière assez similaire et donc pour lesquels on va avoir un historique. Alors, vous pouvez penser typiquement, on a deux assureurs dans l'assistance au moins, au vol de voiture. Le vol de voiture, si vous êtes un assureur, vous avez un historique de quelles voitures sont volées par département, par époque, etc. Donc, on va avoir tout un domaine du risque où on va pouvoir élaborer des modèles qui vont être en partie, bien sûr, historiques. Hein. On va constituer un historique pour pouvoir faire des statistiques et on va dire, alors c'est pas le vrai chiffre, hein, mais 0,8% des Clio sont volés chaque année. Donc ça, c'est une statistique. Et on va passer de la statistique à la probabilité, c'est-à-dire qu'on va dire, si rien ne change, l'année prochaine, 0,8% des Clio seront volés. Donc, ça nous permet en gros et en substance et en simplifiant, de mettre un prix pour quelqu'un qui veut assurer sa Clio. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le domaine du risque. Et ce qui va être très important dans le risque, c'est encore une fois l'idée de répétition à l'identique ou suffisamment à l'identique pour qu'on puisse grouper ces événements ensemble.
Et puis, peut-être de façon plus subtile, c'est cette idée de continuité. Voilà, donc ces modèles évidemment de risque, vous les retrouvez en finance, mais aussi en économie, dans le domaine de l'industrie. Dès qu'on va faire des prévisions, hein, vous avez sûrement pour beaucoup d'entre vous commencé à faire des prévisions pour 2022. Elles sont en général basées sur cette notion de continuité. L'incertitude, elle va en fait concerner des événements nouveaux, inédits, qui ne se sont jamais produits, ou en tout cas pas vraiment de façon identique, et puis surtout des événements qui sont inscrits dans le temps, c'est-à-dire qui vont être en développement. Et en général, pour ceux qui nous intéressent, hein, si on est dans la sphère, on va dire, économique, sociale, politique, pour simplifier, des événements dont le début et dont la fin ne sont pas forcément très clairs, en tout cas dont les frontières ne sont pas claires. Alors, évidemment, le cas auquel on pense tous, hein, c'est l'épidémie actuelle. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a commencé. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne sait pas du tout quand elle se terminera, ni même ce que se terminer, ça veut dire. Elle se développe. Et donc, ce qui va la caractériser, c'est une absence d'information. D'accord ? Donc, cette information, elle n'est pas disponible. Et donc, il faut prendre des décisions sans information. Voilà. Donc, l'incertitude, ce n'est pas le risque. Ça, c'est vraiment un élément assez fondamental parce que derrière, si on les confond, ça va être dangereux. Alors, vous vous souvenez sans doute, il y a presque exactement 2 ans, quand le professeur Eric Combe de la Pitié-Salpêtrière nous avait dit, au tout début de l'épidémie, hein, le 27 janvier, 27 février, pardon, nous avait dit, de toute façon, vous inquiétez pas, la Covid, enfin le coronavirus, comme on disait à l'époque, c'est comme la grippe. Et d'ailleurs, la grippe tue beaucoup plus de gens, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, on avait une confusion des 2 domaines qui a été préjudiciable. Voilà, donc ça c'est la première chose. Évidemment, cette différence très fondamentale va induire des façons de gérer le risque et des façons de gérer l'incertitude tout à fait différentes. Et donc en substance, l'incertitude étant le domaine de la nouveauté, de l'inédit, ça va être le domaine dans lequel les modèles historiques ne sont plus valables. D'où l'importance d'en avoir conscience. Et donc cette notion de modèle, elle est importante. Nous basons nos décisions sur un modèle, c'est-à-dire sur une représentation du monde. Et donc, on a ce que moi j'appelle des modèles mentaux. Hein. Ces modèles mentaux, ils sont soit individuels, hein, c'est la façon dont je me représente le monde, ce que je crois sur mes concurrents, sur la façon de créer de la valeur, ce que je crois sur comment on gère une équipe, etc. etc. Ces modèles sont également collectifs. Alors là, c'est le domaine de mon organisation. Hein, donc, c'est ce que croit AXA sur l'assurance, c'est ce que croit Renault sur l'automobile, etc. etc., etc. Et puis, on a également des modèles mentaux sociétaux. Hein, c'est donc les grandes valeurs, on va dire, dominantes de la société ou celles qui sont en émergence. Et le propre de l'incertitude, c'est évidemment de miner ces croyances, c'est-à-dire que ce qui a pu être vrai ne l'est plus, ce qui a pu être impossible devient possible, ou ce qui a pu être possible devient impossible. Donc, l'incertitude, c'est le grand chamboulement des modèles mentaux. Alors, par incidence, on aura peut-être l'occasion de développer ce point, comme ces modèles mentaux sont ceux qui fondent les organisations, eh bien, le grand chamboulement, la grande remise en cause des modèles mentaux explique pourquoi les organisations aujourd'hui, ou plutôt même les collectifs, hein, que ce soit les organisations ou la société, sont aujourd'hui fragilisés. Donc, il y a 3 dimensions qui sont touchées par cette incertitude. Alors, j'ai employé des termes un peu scientifiques, mais qui sont faciles à comprendre. C'est la première dimension, c'est ontologique, c'est-à-dire de bien comprendre la nature du monde. C'est un monde en gros, qui n'est pas déterminé. En tout cas, il faut le penser. Donc, si ce monde n'est pas déterminé, ce qui va se passer, on n'a pas forcément moyen de le savoir. À l'heure où je vous parle, il y a peut-être quelqu'un qui, demain, dans un mois ou dans 3 semaines, va inventer un nouveau vaccin, envahir un nouveau pays ou faire une action politique qu'on ne peut pas imaginer. Donc, la nature du monde est de ne pas être déterminée à l'heure actuelle. Et donc, ça enchaîne sur une question d'ordre épistémologique, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre le savoir et l'action. Comme le monde n'est pas déterminé, l'information sur demain n'est pas disponible. Et donc, on ne va pas pouvoir utiliser notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des paradigmes de type prédictif. Et puis, le 3e point sociologique, là, c'est tout le domaine de la prise de décision dans les organisations ou dans la société.
C'est qu'on a très souvent, par exemple en économie, un modèle de prise de décision qui est celui de l'acteur rationnel, qui est en gros une grande machine à calculer. La réalité, c'est que dans les mondes complexes et incertains, la prise de décision, c'est un processus qui implique de nombreuses personnes, de nombreuses structures, une dimension institutionnelle, donc une très grande complexité qu'il ne faut pas ignorer. Dans un monde incertain, la relation avec les autres est absolument fondamentale. Donc, on va avoir en quelque sorte deux postures face à l'incertitude. Alors, vous savez que l'incertitude a une connotation essentiellement péjorative. L'incertitude, c'est le fait de ne pas savoir si on aura un travail demain ou si on va pouvoir manger. Ça renvoie à des choses très profondes. Donc, on va avoir une première posture de l'ordre de la protection. Il y a des choses qu'on va souhaiter éviter. Donc là, c'est tout le domaine de la prudence. On va faire 2 usines au lieu d'une, on va monter un mur un peu plus haut, etc., etc. Et puis, il y a une deuxième posture qui est complémentaire et je dirais indispensable parce qu'on ne peut pas vivre que de protection. C'est celui de se dire que si l'avenir n'est pas déterminé, c'est quelque part que nous pouvons contribuer à le déterminer. C'est ce que j'appelle les avenirs à inventer. Donc là, c'est tout le domaine de la posture entrepreneuriale et innovatrice. Le futur n'étant pas déterminé, nous pouvons contribuer à le déterminer. D'où cette idée que l'incertitude est un facteur de liberté, puisque s'il n'y avait pas d'incertitude et que le monde était écrit, eh bien, il n'y aurait pas de place pour l'action humaine. Donc ça, c'est le côté positif de l'incertitude. Les choses ne sont pas écrites, c'est à nous de les écrire. Voilà. Et donc, pour terminer, ça nous renvoie à quelque chose qui, je crois, est assez important. Alors, ça nous renvoie surtout au premier point, parce que nous sommes majoritairement formés à une culture du risque. Quand vous êtes en 4e, on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, donc dans un paradigme largement prédictif. La plupart de nos modèles managériaux sont basés sur le risque. Quand vous êtes entrepreneur, on vous demande de faire un business plan avec des projections, etc., etc. Et donc, il y a une déconnexion entre la majorité de la formation que nous recevons à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, qui est autour de la notion de risque et de prédiction, et la réalité du monde, qui est celle d'une majorité de l'incertitude. Voilà. Donc, l'ouvrage est aussi un appel, je dirais, au monde de la recherche et de l'enseignement, mais pas que, en tout cas à la dimension institutionnelle, pour développer ce que j'appelle une culture de l'incertitude qui devrait contribuer à nous éviter les catastrophes comme celles qu'on vit régulièrement. Voilà, je rends la parole à Raphaël. J'ai essayé de faire relativement court, vous donner quelques éléments, puis on va ensuite répondre et échanger sur ces sujets. Merci. À toi, Raphaël. Merci Philippe pour cette synthèse. Alors, je me tourne tout de suite vers Pierre, puisque c'était un peu, tu vas jouer un petit peu un rôle entre guillemets de Candide. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, justement, tu te projettes. On dit toujours que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est confortable dans l'inconfort. Comment comment tu te projettes? Est-ce que pour lancer ton entreprise, par exemple, tu as utilisé Excel sur 250 colonnes pour présenter un business plan? Bien sûr. Alors, en fait, juste 2 mots, je trouve que la présentation de Philippe, là, en quelques points, coche toutes les cases. En fait, moi, je trouve ça très intéressant. Je me retrouve dans chacun de ces points. Sur le premier point, la différence fondamentale entre risque et incertitude, je crois que c'est assez amusant parce que quand on dit de quelqu'un, pour les gens autour de moi qui ne sont pas entrepreneurs, ils disent « Ah ouais, mais lui, il est entrepreneur, il aime le risque. » En fait, j'aime pas du tout le risque. Moi, ce que j'adore, c'est l'incertitude. Et c'est pas la même chose parce que le risque a tendance à réfléchir sur le passé, en fait, et à s'ancrer dans des postures du passé. Et l'incertitude, justement, crée la possibilité de faire des nouvelles expériences de pensée, un pas de côté, d'imaginer des futurs possibles. Donc, c'est vraiment un point qui est fondamental, je pense, cette différence entre le risque et l'incertitude. Mais après, tu parlais, Raphaël, de business plan sur Excel avec 50 lignes. Là où l'entrepreneur se heurte à la réalité, d'une certaine manière, c'est quand il va lever des fonds auprès d'un VC, donc d'un investisseur, qui lui est un financier et dont le métier est de pricer le risque et le retour sur investissement. Et en fait, c'est un ratio probabilité de gain sur probabilité de perte, en quelque sorte. Et donc, c'est un clash, en fait, entre
l'envie de capitaliser sur l'incertitude pour créer un nouveau modèle dont justement sur lequel le pricing du risque est très compliqué. Et puis en face, la réalité économique des agents économiques qui, eux, disent moi, je veux bien investir, mais enfin, pas seulement sur la base d'une vision. Il me faut mon business plan. Donc oui, je fais des business plans, j'en fais tous les ans. Enfin, on en fait, on est 3 cofondateurs chez WeLove, mais c'est un exercice d'ailleurs que j'ai un comité stratégique cet après-midi pour rien vous cacher. Et donc, oui, j'en fais et il faut jouer avec ça, effectivement. Après, l'autre élément peut-être intéressant, c'est sur l'idée d'information dont Philippe parlait. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir sur la base de l'information actuelle? Est-ce que la prédiction, c'est quelque chose qui a du sens, qui est possible? On parle beaucoup, surtout dans les startups, il y a plein de gros mots comme le big data, l'intelligence artificielle, tous ces sujets-là. Nous, on utilise les données, effectivement, et en tant qu'assureur, mais sur tout un tas de sujets, en fait, pour tenter, pas de prédire l'avenir, mais au moins de permettre aux gens qui sont dans notre équipe, et en particulier nos conseillers, par exemple, qui gèrent la relation avec les clients, pour les rendre un peu plus informés et leur permettre de prendre des décisions et de se libérer, en fait, de la partie risque pour plutôt se concentrer sur la partie incertitude, d'une certaine manière. Donc, c'est leur donner les outils qui leur permettent de rapidement faire l'exercice dont tout le monde a besoin, qui est d'évaluation des risques, etc., pour qu'ils se libèrent, qu'ils aient du temps de cerveau, en fait, libéré pour se concentrer sur des choses plus tournées vers l'innovation et l'avenir. Très bien, merci. Alors, simplement une remarque. Je trouve qu'on est un peu en plein paradoxe parce que Philippe, tu dis que finalement, il n'y a jamais autant d'incertitudes puisque finalement, le monde est beaucoup plus ouvert, qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Ce qui se passe de l'autre côté de la planète peut nous impacter, ce qui était peut-être le moins le cas quand les transports n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en même temps, les gens ont de plus en plus de certitudes. Je n'ai presque envie de dire qu'on nous interdit d'avoir des idées contraires dans certains cas. Et puis surtout, c'est les taux d'intérêt, ils sont négatifs. Donc, quand je prête, plus j'ai de la certitude, plus le taux d'intérêt est élevé. Mais les taux, ils sont négatifs ou ils l'ont été longtemps. Donc, en termes philosophiques, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. J'y comprends plus rien, Philippe. Alors ça, c'est le domaine du risque. Moi, tu sais, clairement, cette histoire de taux d'intérêt, ça montre que le risque n'est pas un reflet de la réalité. Donc ça, je vous laisse entre vous, experts du risque. Moi, c'est l'incertitude, mon truc. Donc ça montre, je crois, il y a deux choses que tu dis. Il peut y avoir une déconnexion dans une vision purement statistique de la réalité. La réalité est faite en tout cas, celle qui a un vrai impact est faite d'événements inédits massifs. Donc moi, c'est cela plutôt qui m'intéresse. Alors, les événements répétés ont aussi un impact. Encore une fois, il y a vraiment deux univers. Alors, on les caricature, évidemment, la réalité est plus complexe que ça. Donc, je ne saurais pas te répondre sur les taux d'intérêt négatifs parce que je ne suis pas du tout financier. C'est aussi le fait qu'il y a trop d'argent, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. On va essayer de ne pas l'aborder ce matin. Mais par contre, quand tu dis qu'il y a de plus en plus d'incertitudes et les gens ont de plus en plus de certitudes, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on observe, et on l'a vu de plein de façons, c'est-à-dire que quand le monde est incertain et qu'on a des surprises, ce sont nos croyances qui sont remises en cause. Et le premier réflexe, ça va être de résister à cette remise en cause. Et pourquoi on va le faire? C'est parce que ces croyances, elles sont identitaires. Et donc, excusez-moi, j'avais le travers. Quand vous avez un choc d'incertitude, ça remet en question nos croyances. Nos croyances étant fondatrices de notre identité, on va assez naturellement vouloir y résister. D'accord ? Et c'est là qu'on voit le lien entre les croyances et l'identité. Et c'est là qu'on voit la grande difficulté de l'époque actuelle, c'est que comme on a de façon assez massive des remises en cause de croyances par cette incertitude, c'est pour ça que l'époque est aussi explosive, à la fois individuellement, mais aussi collectivement et sociétalement. Les Gilets jaunes, c'est un très, très bon exemple de ce que moi j'appelle un festival de modèles mentaux, c'est-à-dire que c'est un phénomène que les politiques n'ont pas été capables de lire avec leurs modèles mentaux existants.
Hein, les gilets jaunes, ils sont ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite. Donc, alors déjà, vous avez le personnel politique qui est paniqué parce qu'on ne peut ni les mettre dans une case de gauche, ni les mettre dans une case de droite. Et donc, c'est ça qui se passe en fait en incertitude. Donc, ce n'est pas finalement un paradoxe que tu évoques, c'est que justement, on va avoir tendance à essayer de renforcer nos croyances pour se protéger à un point qui peut devenir dangereux, puisqu'à ce moment-là, on a une déconnexion entre la façon dont on voit le monde et la façon dont le monde est réellement. Et au bout d'un moment, l'élastique craque avec des conséquences catastrophiques. Très bien, merci. Alors, Pierre, je me tourne vers toi parce que tu étais banquier. Alors, tu disais, bah, voilà, je suis obligé de présenter des business plans au fonds d'investissement. Mais si on se met de l'autre côté de la barrière, un fonds qui fait du private equity, d'une certaine manière, bon, bah, il rationalise, il regarde les plans, mais finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il se diversifie, il sait qu'il y a de l'incertitude, il investit dans 20 boîtes différentes en se disant qu'il y en aura peut-être une qui va marcher. Donc, finalement, il fait plusieurs paris et il rationalise en se disant qu'il y en a un qui marchera ou je me trompe. Donc, c'est peut-être une façon finalement aussi de se projeter et d'avancer pour eux. Alors, c'est sûr que alors moi, je suis pas, j'ai pas jamais fait le métier de VC, hein, de venture capitaliste, donc c'est pas, je peux pas totalement me placer à leur place, me mettre à leur place. C'est sûr que le taux de réussite, en fait, dans un fonds d'investissement tel que cela, il y a peut-être 10% des investissements qui font 80% des résultats, quoi, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a une notion d'étaler de diversifier effectivement ces investissements pour diminuer le risque. La question qui peut se poser, c'est en fait, lorsqu'un fonds investit dans ton entreprise, il le fait sur une valorisation. Et cette valorisation, elle est à base, c'est de la valorisation qui pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise, quel que soit son stade de maturité. Sauf qu'en général, évidemment, les startups, ce n'est pas des boîtes qui sont rentables au début. Donc, on va regarder des multiples d'autres choses que l'EBITDA. Mais le principe est le même. Et tu vois bien que tu évoquais les taux négatifs. À partir du moment où tu as des taux négatifs, tu te retrouves avec des taux d'actualisation qui n'ont plus aucun sens, puisqu'en fait, le principe de ces valorisations financières, c'est de projeter des cash flows futurs, ou en tout cas des résultats financiers futurs d'une entreprise, et de les actualiser à aujourd'hui. Si tu as des taux négatifs qui te disent qu'en fait, si tu mets de l'argent à taux sans risque, entre guillemets, aujourd'hui, tu vas te retrouver avec moins d'argent plus tard. Ça pousse les valorisations de toutes les entreprises. On l'a vu avec même de manière générale les montées en bourse, etc., des cours de bourse, etc. Donc, oui, ils font une espèce de pari, ils essayent de se diversifier, etc. Ce qu'on peut quand même, là où on peut s'interroger, c'est sur la méthode de valorisation et les approches qui sont prises par ces fonds pour tenter de rationaliser des décisions qui ne le sont pas. En fait, c'est un peu ça le sujet, hein, c'est que une décision d'investissement d'un VC, elle est tout sauf rationnelle. Il a besoin de le rationaliser parce que derrière, lui-même a des investisseurs qui eux-mêmes ont des comités d'administration, etc., et doivent rationaliser toutes ces choses-là. Mais la décision d'investissement dans une startup, elle est assez peu rationnelle quand même. Donc, Philippe, toi qui évoques l'acteur rationnel face acteur rationnel ou rationalité limitée, je crois que ça a une bonne petite illustration, y compris pour dans la finance. Alors moi je suis pas encore une fois compétent en finance, mais c'est un vaste sujet. Ce qui est effectivement tout à fait certain, c'est cette notion de rationalité limitée. Nous sommes globalement des acteurs rationnels, même s'il faudrait déterminer ce qu'on entend par là, mais en gros, on essaye d'établir des liens entre notre action et puis la réalité, comme disait justement Simon, des causalités plausibles. Hein. Je fais ça parce que je pense que ça va avoir tel effet et j'ai de bonnes raisons de le penser. Donc, c'est un peu ça la rationalité. Ça nous renvoie à la notion de données. Hein, l'acteur rationnel, c'est celui qui prend des décisions sur la base de données et non pas sur la base peut-être de la forme des nuages ou des entrailles d'un mouton. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand on observe que les données en incertitude, c'est précisément le problème. L'incertitude, c'est le fait que les données du futur n'existent pas. Donc, on va devoir prendre des décisions en l'absence de données. Et donc là, ça pose un souci, c'est que ce modèle de l'acteur rationnel qui est
qui est la fondation de la pensée économique moderne et financière, c'est-à-dire celle qui suppose que, comme son nom l'indique, l'acteur est rationnel, l'acteur prend des décisions sur les données dont il dispose. Ces données sont supposées facilement disponibles et l'acteur est capable d'anticiper les conséquences de ces décisions. Alors, vous voyez à quel point ce modèle est complètement irréaliste, parce que la réalité, c'est qu'on prend des décisions sur des données qui sont très largement insuffisantes, qui sont parfois très coûteuses à obtenir, et surtout, encore une fois, le principe de l'incertitude, c'est le futur n'existe pas encore, donc les données de ce futur n'existent pas encore. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la notion de décision créative, c'est-à-dire que la décision face à l'incertitude, ce n'est pas un choix parmi des options statistiquement comparées, c'est la création d'une nouvelle option, d'où cette notion entrepreneuriale. Alors, il y a quelque chose qui m'a, alors, je dirais pas gêné, mais en tout cas qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, donc, tu décris toutes les méthodes prédictives assez longuement, la prospective, établir différents scénarios, la modélisation. La modélisation, OK, c'est les chiffres, tu en as parlé, et, ou voire même les signaux faibles. Et je me dis que tout de même, voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, si on a du monde au Café Sapiens, c'est aussi parce que les gens viennent chercher des sources d'inspiration, capter des informations. Et je me dis que si on veut rêver, se projeter, c'est aussi bien d'aller chercher de l'information. Alors peut-être pas d'analyser les chiffres passés pour se projeter, mais l'entrepreneur, par définition, il va aller peut-être identifier un besoin, une information que les autres n'ont pas capté. Donc, alors, est-ce que je n'ai pas bien compris ou quel est le… Ça, voilà, aucun modèle ne trouve grâce à tes yeux. Donc, un modèle est toujours la traduction de croyances que nous avons, puisque quand on fait un modèle, on crée une simplification de la réalité, puisqu'on ne peut pas gérer la réalité. Donc, quand je fais un modèle, par exemple, un modèle de mon entreprise, je vais choisir certaines variables aux dépens d'autres. Encore une fois, je ne peux pas les traiter toutes. Et donc, ce choix-là reflète la façon dont je vois le monde. Hein, le premier truc que vous faites quand vous êtes en train de modéliser, c'est que vous dites cette variable-là, cette variable-là, cette variable-là, elle va être importante et celle-là, elle ne va pas être importante. Hein, ce qu'on appelle en franglais des outliers. Hein. Donc ça, ce n'est pas dans mon modèle, ça n'a pas d'importance. Or, ce que révèlent les situations de crise, de surprise et d'incertitude, c'est que justement, ce qui avait été considéré comme quelque chose de tout à fait mineur et sans importance est précisément ce qui a donné naissance à la surprise. Hein, je rappelle, alors il y a des milliers d'exemples, mais que ce qui a donné naissance au printemps arabe, c'est un vendeur de rue tunisien qui s'est immolé par le feu. C'est-à-dire que si vous aviez été missionné par le gouvernement français pour évaluer la stabilité politique de la Tunisie, je crois que c'était en novembre 2010, eh bien, vous auriez interrogé des syndicalistes, des politiques, des dirigeants d'entreprise, etc. Vous ne seriez pas allé voir un petit vendeur de rue parce que ce n'était pas dans votre modèle. Or, c'est celui-là qui comptait. Et donc, ça, c'est des choses qu'on se retrouve à gérer en permanence. C'est-à-dire que là, avant même de faire notre modèle, on prend des décisions sur ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Et donc, le modèle, il n'est pas quelque chose d'absolu et de mécanique. Un modèle, c'est un produit profondément humain qui est le reflet de nos croyances, de nos idéologies. Donc, c'est parfaitement légitime. Hein, je pense que ça ne peut pas être autrement. Le danger, c'est de ne pas avoir conscience de ces croyances que l'on met dans son modèle. Un modèle, c'est très personnel. Il faut en avoir conscience. Ça ne peut pas être autrement. Mais même les signaux faibles, je ne le voyais pas comme un modèle. Mais peut-être que je vais… Les signaux faibles, le signal faible, c'est un signal que tu juges faible avec mon propre au moment modèle. où tu le décides. Exact. Alors, après coup, c'est très clair. Ouais. Après coup, on est tous capables de dire « Ah, mais c'est dingue qu'ils n'aient pas vu un truc pareil !» Mais ce qu'on appelle faible, la notion de faible, elle est très relative. C'est-à-dire le signal va être faible pour certains et pas du tout faible pour d'autres. Donc ça, c'est toute la faiblesse de la théorie des signaux faibles. C'est d'abord, quand on les a, on n'est pas plus intelligent. Et deuxièmement, ce qu'on appelle faible, c'est ce que notre modèle nous qualifie de faible. Donc, on est renvoyé à la même difficulté. Alors, Pierre, tu as lancé We Love il y a quelques années. Finalement, comment es-tu arrivé à lancer ce concept d'assurance à l'usage? Voilà, quelles ont été tes inspirations? Comment tu t'es lancé dans l'aventure?
Alors, c'est une très bonne transition, en fait, peut-être malgré toi, en fait, par rapport au point de Philippe, qui est que lorsqu'on a lancé We Love, bon, c'est moi le porte-parole de l'entreprise, donc je suis allé sur les plateaux télé, etc. On a fait des levées de fonds. Et j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un média training. Donc, notre agence de presse m'a briefé sur la manière de répondre aux questions telles que celles que tu viens de poser. Et ma première réaction quand la dame qui m'entraînait m'a demandé bah, comment as-tu eu l'idée de We Love, je lui ai dit mais j'en sais rien. Elle m'a dit mais c'est pas possible ça. Il va falloir. Et en fait ça c'est la grande chanson de geste de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est la chanson de Roland. Vous savez, il s'est passé un truc et ensuite il va falloir raconter une belle histoire pour tout le monde. Et alors, l'histoire, elle va être différente. Ça peut être un modèle Excel pour un investisseur, un VC. Ça va être une histoire qui s'écoute pour des journalistes. Donc, et ça, c'est un modèle, en fait. C'est pour moi, c'est là où Philippe dit un modèle, c'est quelque chose de très personnel. C'est quand même mettre des mots ou des règles sur quelque chose qu'on ne sait pas forcément expliquer, en particulier le processus de décision créatrice ou ce genre de choses. Alors maintenant, pour répondre vraiment à ta question et de la manière la plus, en essayant d'être le plus honnête possible, en fait, moi, ça faisait déjà 20 ans que je faisais plein de projets sur soir et week-end, en particulier avec l'un de mes associés, l'un de mes cofondateurs, dans tout un tas de domaines et par curiosité, donc justement en essayant de prendre de l'information, voyant ce qui se passait, les tendances, voilà, c'était par intérêt intellectuel. Et puis, un jour, j'ai eu envie de quitter la banque et de me lancer vraiment. Et l'idée de We Love, ça a été simplement de se dire, il y a une incertitude sur l'avenir de la voiture, l'avenir de la mobilité en général. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis là-dessus, qui ont des certitudes, et en particulier qui voient ça en termes de risque. Les constructeurs automobiles se disent parfois peut-être entre eux, la voiture risque de disparaître, il faut qu'on fasse quelque chose. Les écologistes disent la voiture risque de nous mener dans le mur en termes d'environnement. Et donc, il y a une incertitude sur l'avenir de la mobilité. Et à l'époque, donc c'était en 2016-2017, donc il y a eu tous les confinements, le télétravail, toutes ces choses-là. Et on s'est dit, enfin, on a eu cette intuition de se dire que la voiture allait continuer à être utilisée, mais de manière différente, de manière plus infréquente et pour des trajets plus significatifs. C'est-à-dire que les gens allaient mettre plus de sens dans leurs moyens de mobilité, allaient utiliser des outils de déplacement adaptés à ce qu'ils faisaient et donc, par exemple, pas prendre la voiture pour aller chercher une baguette de pain à 200 mètres, pour prendre un exemple bien français. Et là-dessus, avec ma casquette de financier, je me suis dit, qu'est-ce que ça a comme impact en fait pour le propriétaire de la voiture? C'est que en fait, finalement, il paye une assurance plein pot à l'année avec une assurance traditionnelle. Si jamais il se met à utiliser sa voiture que 1 ou 2 jours par semaine, ça n'a plus aucun sens. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer un produit d'assurance qui correspondrait à ce nouvel usage dont on n'a aucune certitude qui va émerger, sur lequel on n'a pas de données autres, parce qu'en fait, les assureurs traditionnels, les acteurs du monde automobile, eux, ce qu'ils mesurent, c'est le nombre de kilomètres. Ça, c'est la donnée qu'on utilise pour mesurer l'usage d'une voiture. Or, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la voiture, elle allait être utilisée en nombre de jours, pas en nombre de kilomètres. C'est-à-dire un usage en fréquence, pas en nombre de kilomètres. Et donc, on s'est dit, on va inventer la première assurance auto dont le prix s'ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours où vous roulez, sans limite de kilomètres. Et donc, voilà. Donc, voilà comment c'est parti. Donc, on pourrait dire, enfin, Philippe, dans le bouquin, tu présentes une matrice finalement avec 4 postures possibles face à l'avenir. Et là, tu mettrais le concept de Pierre dans quel cas? Peut-être que tu peux nous dire comment tu croises contrôle et incertitude. C'est un peu essentiel. Oui, ça permet de voir les choses clairement entre vision, effectuation, et une question sur l'effectuation après. Voilà, qui est intéressante parce qu'il y a effectivement 2 dimensions quand on prend une décision, si on simplifie un peu, quand on prend une décision de type managérial ou économique, effectivement, on va avoir deux
deux paramètres qui sont des croyances, hein. C'est-à-dire la première, c'est est-ce que je me sens capable de prédire ce qui va se passer ou pas? Et puis la deuxième, qui est celle du contrôle. Donc, premièrement, c'est prédiction, et deuxièmement, c'est contrôle. C'est est-ce que je me sens capable d'avoir une influence sur ce qui va se passer dans le monde ou pas? Alors donc, ça donne effectivement quatre possibilités. La première qui serait je ne me sens pas capable de contrôler ce qui va se passer, mais je me sens capable de le prédire. Donc là, on va dire, dans le business plan classique, c'est-à-dire je sais que les gens vont de moins en moins utiliser leur voiture et que donc ils vont avoir un problème d'assurance. Donc, ça, j'y peux rien, je le constate et je vais tâcher d'en profiter. Ça, on va appeler ça causal, en gros, hein, c'est-à-dire c'est l'entrepreneuriat tel qu'on se le représente habituellement, c'est-à-dire je perçois une opportunité, il y a un changement qui se passe dont je ne suis pas responsable, mais je vais tâcher d'en profiter. Après, il y a une situation dans laquelle je ne me sens absolument pas capable de prédire ce qui va se passer. Je me dis, oh là là, le monde est très changeant, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des prédictions. Puis, de toute façon, je ne contrôle rien. Donc, ni prédiction, ni contrôle. Là, on est dans le paradigme de l'adaptation. Hein. Donc là, je vais m'organiser pour réagir aux événements. Donc, ça va être tout l'agilité, l'adaptation, tout ce qu'on a vu avec les constructeurs automobiles qui fabriquent votre voiture à la demande pour éviter d'avoir des stocks d'invendus, etc. Après, quand on a un degré de contrôle, ben, on a la situation dans laquelle on se sent à la fois capable de prédire et de contrôler, c'est-à-dire, je pense que l'avenir, c'est des gens qui vont vivre sur Mars, et je vais être celui qui va faire que les gens vont vivre sur Mars. Hein. Donc, prédiction et contrôle. Donc là, c'est Elon Musk. C'est le paradigme qu'on va appeler visionnaire. Hein. Donc, on est dans un paradigme prédictif, mais le paradigme prédictif de celui qui, à tort ou à raison, pense pouvoir agir pour que ce paradigme, cette réalité se produise. Et puis après, il y a un quatrième petit animal qui est peut-être un peu plus subtil, qui est celui où je me dis, je ne suis pas capable de prédire l'avenir, mais je me sens capable d'avoir quand même un degré de contrôle sur ce qui se passe. Et donc, je vais le faire par petites étapes. Et là, on va être effectivement dans le domaine qui en entrepreneuriat, s'appelle l'effectuation. Donc, c'est par petits pas, en co-construction, où dans la mesure où j'ai une capacité de contrôle sur ce qui m'arrive et sur ce que je peux faire, je n'ai plus besoin de prédire. C'est ça qui est assez subtil, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ah, on est dans un monde qu'on ne peut pas prédire, donc c'est une catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ce que nous montre l'effectuation, qui est donc une théorie entrepreneuriale, c'est que les entrepreneurs, ou en tout cas certains d'entre eux, par leur action, n'ont plus besoin de prédire l'avenir. Vous connaissez tous cette citation qui est que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Et donc, on n'a plus besoin de prédire. C'est ça qui est assez subtil et je pense assez fertile. Et Pierre, quand tu as lancé We Love, ou peut-être, parce que je sais aussi que tu as lancé différentes applis, en fait, effectivement, tu le fais plutôt en te disant faut que je lance un produit imparfait finalement, puis après, je vais co-construire avec les clients, les acteurs, ou tu as plutôt été dans une logique un peu de tunnel, je construis, après je lance. Voilà, est-ce que tu étais plus… Non. On a lancé en 3 mois, hein, donc ça ne pouvait pas être parfait. Non, nous, on est dans la logique de ne pas avoir peur de… En fait, il faut avoir envie de se marier avec le futur, avec ce qui se passe, avec ce qui nous arrive et d'en faire le meilleur. Donc, on n'en a pas peur du tout. Et au contraire, on aime bien. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un avantage. C'est-à-dire que face à la même incertitude, les différents acteurs ne vont pas réagir pareil, et en particulier nos gros concurrents historiques. Ils n'auront pas forcément, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation, la possibilité de réagir aussi vite. Pas forcément, ils seront peut-être mieux à même d'anticiper parce qu'ils auront plus d'expérience, etc. Ça, c'est toujours le sujet risque et incertitude. Mais en tout cas, ils n'auront pas la même agilité, puisque ça, c'est encore un gros mot de start-up, mais qui a un vrai sens pour naviguer cette incertitude et avancer. Donc nous, au contraire, on a lancé très vite, hein, vraiment entre le moment. L'idée, c'était en mai 2016, on est allé voir, on avait besoin d'un porteur de risque pour nous permettre de souscrire des contrats et
d'assurer la partie risque financier, justement. Et donc, on est allé les voir en mai-juin. La décision a été prise en août de travailler ensemble et on a lancé en janvier. Donc, oui, je dis 3 mois, mais c'est un peu plus en termes de l'idée au lancement, mais après, le lancement effectif a été très court. Et ensuite, on a raisonné sur l'idée de s'adapter en permanence et de faire évoluer notre offre et notre produit au gré de ce qui s'est passé. Et on l'a vu, on ne pouvait pas prédire la Covid, on ne pouvait pas prédire les confinements, on ne pouvait pas prédire le télétravail. En revanche, on a saisi, on a pris à bras le corps ces sujets-là lorsqu'ils sont arrivés, que ce soit le télétravail en termes d'organisation chez nous. Il se trouve qu'on était déjà organisé de cette manière-là, on avait déjà les outils qu'on avait développés nous-mêmes pour que chacun puisse travailler de là où il le souhaitait. Donc ça n'a pas été un sujet, mais c'est pareil, on s'est adapté très vite. Et puis le sujet de confinement qui, évidemment, a fait que les gens ne prenaient plus leur voiture, que choisir. Et 60 millions de consommateurs ont fait des articles en disant « Oh là là, ces méchants assureurs qui continuent à faire payer ». Et nous, on s'est engouffrés là-dedans en disant « Chez nous, il n'y a pas besoin d'aller réclamer, puisque si vous ne roulez pas, vous payez moins ». Voilà. Alors, il y a beaucoup de réactions dans le fil de conversation et beaucoup de remarques. Il y en a une autour de comment on gère l'incertitude, être capable de gérer l'incertitude. Finalement, la culture de l'incertitude est peu développée dans les organisations. Philippe, toi qui interviens fréquemment justement dans des grandes organisations, dans des grandes entreprises, comment essaies-tu de créer l'étincelle finalement dans des équipes qui ont leurs habitudes, leurs modèles mentaux? C'est un sujet important. Ça, c'est une des choses que, enfin, je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos liminaire, mais ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris le bouquin, c'est que la majorité des événements sont en tout cas qui sont impactants, on le voit avec la crise actuelle, sont de l'ordre de l'incertitude. Or, nous formons au risque. Alors, ce n'est pas inutile de former au risque, hein, on vient de le voir, mais en tout cas, il y a effectivement un gros manque. Donc, c'est une dimension culturelle. Donc, comme toutes les dimensions culturelles, elle est très complexe. Hein, on est quand même les héritiers du positivisme, du cartésianisme, etc. Et cette absence d'incertitude, elle est très ancienne. Alors moi, je la renvoie à l'émergence de Descartes au XVIIe siècle, parce que cette incertitude a été vue par les gens du XVIIe siècle comme une des raisons des guerres de religion. Donc, il fallait trancher, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter les guerres de religion, donc il fallait avoir un domaine de certitude pour qu'on arrête de s'engueuler sur la question. Et donc, ça a été extrêmement fort. Donc, de façon institutionnelle, ce rejet de l'incertitude est très fort. Hein. Donc, on forme, alors moi je suis prof dans une école de management, donc on forme la majorité la majorité des enseignements est basée sur l'idée d'éviter l'incertitude. Et puis après, on leur donne des cours d'entrepreneuriat où on leur dit tirez donc parti de l'incertitude. Alors les pauvres, ils en prennent un peu plein la figure, mais voilà. Donc moi, j'aborde à la fin du bouquin la question de l'enseignement, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que est-ce que l'enseignement est le reflet de notre culture, ou est-ce qu'il permet de la faire évoluer? C'est un peu les deux. Mais il est très clair qu'on a, et ça se retrouve après dans les entreprises, on a une absence effectivement de culture de l'incertitude qui nous coûte, je crois que c'est l'un d'entre vous qui le remarque dans le chat, qui nous coûte effectivement très très cher, parce que on voit un désarroi. On le voit notamment aujourd'hui dans la classe politique, hein, quand vous avez un grand parti politique il y a quelques mois qui se dit oh là là, le monde est compliqué, on va faire un sondage pour demander aux Français ce qu'ils aimeraient qu'on leur propose. C'est vraiment une traduction de ce désarroi qui est lié, je pense, enfin moi, si je l'ai interprété comme ça, à une absence de culture de l'incertitude. Très dommageable. D'ailleurs, tu cites effectivement De Gaulle qui, lui, intégrait la contingence, l'incertitude, finalement, dans sa vision du monde. Oui, et il disait d'ailleurs la véritable école de commandement, et aujourd'hui, en termes modernes, on dirait la véritable école de management, hein, c'est la culture générale. C'est-à-dire qu'on a une culture et une formation qui est analytique,
Alors, analytique, le mot est important parce qu'analytique, ça vient du grec découper, qui nous dit la façon de traiter un problème, c'est de le découper en sous-problèmes. Alors, c'est super quand vous devez réparer une montre, hein, sauf que la plupart des problèmes auxquels on est confronté, que ce soit l'économie, la politique, la santé, etc., sont des problèmes d'ordre complexe. Alors, vous connaissez sans doute le champ de la complexité, hein, c'est-à-dire qu'un sous-problème peut être beaucoup plus grand que le problème qui est censé être au-dessus. Les problèmes s'interpénètrent, etc. Donc, le découpage ne fonctionne pas. Donc, nous avons encore une fois un mode analytique pour une réalité qui est complexe. Ça veut dire que notre paradigme, en quelque sorte, intellectuel, en tout cas celui auquel on forme nos enfants, puis nos étudiants, puis nos managers, n'est pas le bon. C'est quand même, je pense, un énorme problème. Une question d'Agnès Belligon, j'espère que je ne déforme pas le nom. Comment s'y prendre pour faire évoluer les modèles mentaux d'une équipe qui s'accroche à ses fondamentaux? Comment obtenir impérativement des objectifs précis, détaillés pour guider ses actions? Et ça me fait penser, effectivement, je lirais ça à la réflexion finalement sur, sur le collectif, hein, sur la discussion dont tu parles, tu parles de la démocratie technique, associer les parties prenantes. Ça serait ça? Quelle serait la piste et comment s'y prendre? Alors, sur la question d'Agnès, l'évolution des modèles mentaux, c'est fondamental. Là, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de modèles mentaux pour agir sur le monde. Hein. Sans modèle, vous ne pourriez pas être assis sur la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et donc, la clé des modèles mentaux, c'est d'en être conscient. Hein, nous avons des croyances que nous considérons comme des évidences, et ça, c'est une prison dont on n'a pas conscience. Vous connaissez tous cette expression penser en dehors du cadre, hein, qui est très à la mode. Ah, il faut penser en dehors du cadre. En fait, c'est très, très facile de penser en dehors du cadre. Il n'y a aucune difficulté. La difficulté, c'est d'avoir une conscience du cadre. Et ça, c'est les modèles mentaux. Donc, le travail dans une équipe, enfin moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est amener les gens à prendre conscience de leurs modèles mentaux. Et après, en conscience, de choisir s'ils les gardent ou pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment dans une période d'incertitude, donc dans laquelle nos croyances sont remises en cause, il est absolument essentiel d'avoir conscience de ces modèles mentaux. Il n'y a rien de nouveau, hein. Les Grecs nous expliquaient ça il y a 2500 ans, hein. Mais on l'a un peu oublié. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et ce n'est pas facile, évidemment, puisque les modèles mentaux sont cachés, nous les voyons comme des évidences. Nous ne les voyons plus, d'ailleurs. C'est une évidence. Alors, en fait, Pierre, est-ce qu'un modèle mental, finalement, s'est créé dans ton entreprise? Mais je prends aussi une question de Marlène Fam. Pour pouvoir mieux gérer l'incertitude, il faut pouvoir accepter l'échec. Donc, hein, c'est toujours l'idée d'apprendre de ses erreurs. Donc, quelle est la culture de l'erreur et quelle est la culture, pourquoi pas de l'incertitude au sein de We Love? Alors, la culture, comment tu l'animes auprès de tes collaborateurs? Oui, alors c'est un peu trop de questions là, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire le tri. C'est un effort de groupe. Hein. Je crois que le collectif est important. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas moi qui l'anime. Hein. C'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. Je pense qu'on l'anime en ayant tous envie de. Pour voir Louis-Marie, s'il arrive. Hein, on se met dans la pièce au fond. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Là. Il faudrait couper votre micro. Voilà. Donc je disais, nous la façon dont on démarre en fait, enfin dont on gère cette incertitude, c'est au lieu de dire qu'est-ce qu'on sait, on n'oublie jamais de dire qu'est-ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de croyance que Philippe mentionnait, sur lequel il a insisté, mais qui est fondamentale. C'est-à-dire que moi, je suis un physicien, un mathématicien à l'origine, hein, donc plutôt dans le monde du rationnel, mais avec plutôt une passion pour la physique. Et en physique, on sait bien que cette notion d'incertitude, elle existe dans l'imaginaire du grand public. En sciences, il y a le noir et le blanc, et puis c'est terminé. Non, en fait, cette notion d'incertitude, elle existe, et elle est même fondée sur des croyances. C'est-à-dire que en physique, il y a des choses qu'on observe, et donc on peut dire telle loi de la physique est valide parce que on n'a pas trouvé d'observation qui l'infirme. Mais le physicien, il est conscient que si cette loi est valide, c'est bien parce qu'on n'a pas trouvé d'observation qui l'infirme. C'est pas parce qu'elle est valide tout court.
voyez, donc, et que plusieurs lois peuvent cohabiter suivant que vous vous mettez à l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans l'entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont valables pour We Love qui ne sont pas valables pour d'autres. Et qui tiennent plus à des croyances qu'à des faits. Et donc, on n'hésite pas à remettre en question effectivement toutes les hypothèses et toutes les croyances qu'on peut avoir sur le monde de l'assurance, sur ce que veut un client, sur qu'est-ce que une bonne relation client, comment on travaille correctement en équipe, etc. Donc, on essaye de toujours avoir conscience de ce cadre, et c'est d'autant plus facile qu'on est une toute petite entreprise. Évidemment, sur une grosse organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis l'autre chose aussi pour cette gestion de l'incertitude, c'est chacun est responsable de ses actes. C'est-à-dire que pour avoir travaillé dans une grande entreprise, vous avez ceux qui, pendant très longtemps, il y a des gens qui essayent d'avoir des actions qui ont un impact pour l'entreprise, et puis il y a ceux qui essayent d'exister tout simplement. Et cette notion d'existence, ça correspond à rédiger un mémo pour l'envoyer à un tel, qui va le renvoyer à un tel, et puis ça va revenir. Et puis tout ça pour prendre une décision qui aurait pu être prise en 30 secondes, et simplement parce qu'il n'y a personne en fait qui est là pour assumer le sujet. Donc nous on se repose beaucoup à la fois sur être conscient de nos limites, de nos croyances et de nos présupposés, et ne pas hésiter à les remettre en question. Donc, ça donne une grande liberté à chacun de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça après tout? En revanche, le pendant de ça, c'est qu'il y a une grande responsabilité, et je pense que c'est important que les gens soient beaucoup plus responsables de ce qu'ils proposent, des initiatives et de ce qu'ils font dans le cadre de l'entreprise. Alors, comme il nous reste 5 minutes, beaucoup d'entre vous enchaînent sur des réunions, qu'ils soient au bureau ou à domicile. À domicile, ce sont les Domo Sapiens. J'ai envie de résumer tout ce qu'on s'est dit par une citation du bouquin de Philippe Liberzal. Donc, voilà, vous le trouverez. Je crois qu'avec mon fond d'écran, c'est peut-être pas terrible, mais vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies de gestion. Puisque tu indiques l'incertitude peut être un bonheur, celle de maîtriser son environnement, d'inventer et tracer son propre chemin pour les individus comme pour les organisations. J'ai l'impression que ce bonheur, on le ressent chez toi, Pierre, dans ta façon de parler de ton vécu avec tes équipiers au sein de We Love. Et pour terminer, je me dis, on va terminer par vos prédictions 2022. Non, le mec n'a rien compris. Donc, je voulais, en fait, pour ouvrir un petit peu, partageons des coups de cœur, si vous le voulez, ou des inspirations pour continuer à faire du remue-ménage pour nos nombreux participants. Si l'un d'entre vous a envie de partager, une fois de plus, ça peut être un film, une lecture, une rencontre, ce que vous voulez, mais peut-être quelque chose qui pourrait donner envie à nos amis participants de suivre vos conseils. Pierre, peut-être? Je vais y aller. Philippe aura sûrement une suggestion à faire quand même, j'espère. Alors moi, il y a un sujet qui me passionne. Alors, c'est pas du tout... s'il y a un livre que je conseillerais, ça serait plutôt un roman, et c'est de relire Dune, de Frank Herbert. On en a beaucoup parlé avec le film, mais relire le livre, c'est vraiment passionnant quand on sait que ça a été écrit, je crois, en 1965, de mémoire. Et un sujet en particulier qui m'intéresse beaucoup, c'est l'évolution du web. Il y a une vraie rupture qui est en train d'arriver, qui met du temps à arriver. Ça va, je pense que pour le grand public, ça va prendre quelques années avant que ça ait vraiment un impact sur la vie de tous les jours. Mais vous avez une nouvelle... Pour refaire l'histoire rapidement sur le web, vous avez le web pré-année 2000 où les gens pouvaient simplement consulter, donc en lecture seule. Vous avez eu le web jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 4-5 ans, où les gens pouvaient consulter et écrire, donc lire et écrire. Donc ça, c'est les réseaux sociaux typiquement. Et puis maintenant, vous avez une nouvelle forme de web, d'Internet, où les gens peuvent lire, écrire, mais aussi avoir une forme de propriété, c'est-à-dire prendre partie intégrante dans les projets web. Et ça se fait via la blockchain, qui est un gros mot, encore une fois, mais ça vaut le coup de regarder ce sujet-là. Et s'il y a un acronyme à retenir et sur lequel on peut s'intéresser, c'est le DAO,
ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Et donc, si vous cherchez cet acronyme sur Internet, vous allez tomber dans un rabbit hole, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais comme dans Alice au Pays des Merveilles, vous allez partir dans un truc enfin, mais très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Philippe, peut-être en 1 ou 2 minutes. Moi, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, c'est plus d'essayer de se départir du pessimisme que je perçois surtout en France. Je dis toujours à mes étudiants que si j'avais une date à laquelle je souhaiterais avoir 20 ans, ce serait, alors aujourd'hui je vais vous dire, ce serait le 20 janvier 2022. On a tendance à présenter le monde comme catastrophique, hein. On met en avant des perspectives catastrophistes. Et ça, je crois que ça tue beaucoup de choses. Et moi, j'essaye d'être optimiste. Alors, optimiste, c'est aussi réaliste, hein. Ça veut dire que les situations ne sont pas toujours marrantes. On le voit, on est quand même dans une situation très, très compliquée avec l'épidémie. Et pourtant, je pense qu'on n'a jamais vécu une époque aussi riche que celle-là. C'est vraiment l'époque à laquelle je suis content de vivre. Aucune des autres époques de l'humanité aurait été mieux. L'exemple du vaccin, on a été capable de faire un vaccin en 3 mois. Donc, je crois qu'il y a un enjeu en France, hein, c'est de nouveau de croire en l'avenir. Alors, c'est un paradoxe parce que j'en sais l'incertitude. L'avenir n'est pas prédictible, mais justement, on a la possibilité de le construire nous-mêmes. Et si on pouvait en France essayer de nouveau de regarder l'avenir avec confiance et pas avec peur, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui se passeraient, mais quelque part, je me dis qu'on en est assez loin. Merci, merci Philippe. Pour ma part, je vais citer un bouquin, enfin c'est une trilogie, ce sont Les Décisions absurdes de Christian Morel, qui est un praticien d'entreprise, je crois qu'il a été DRH d'une filiale de Renault, sociologue de l'école Dupuis, que tu cites dans ton bouquin. Et je trouve ça assez complémentaire parce que finalement, toi, tu es sur la prise de décision par rapport à une stratégie et lui, il est plus sur la prise de décision tout simplement dans l'opérationnel. Je suis dans une salle d'opération, dans un cockpit d'avion où je suis en train de faire de la haute montagne, comment décider, comment prendre la décision collective. Et je trouve que c'est un bouquin de management, en tout cas remarquable aussi pour tous les gens qui travaillent en entreprise. Alors, il est 8h59, nous devons nous quitter. Je veux en tout cas faire tout de même une prédiction. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un nouveau Café Sapiens, ce mardi 25 à 8h. Le thème, c'est le déficit infirmier, l'autre bombe sanitaire, donc un sujet d'actualité. Et donc ma prédiction, c'est qu'il y aura beaucoup de monde et que ça sera passionnant. Voilà, il faut se quitter. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt dans les conférences de l'Institut Sapiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.